Fina Family sur ABK Radio, lundi et mardi 16h-17h. Entre partage d'expériences, analyse d'experts et divergence d'opinions. Fina Family, une présentation de Sidonie Ficat. Fina Family, comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout ce qui pourrait marcher. Bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition de Fina Family sur les antennes d'ABK Radio. C'est un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs, à l'écoute de ce programme. La fréquence, elle est utile et agréable. La radio, c'est ABK Radio et vous êtes sur les 89.9 FM. Pour démarrer notre émission du jour, ce proverbe sur la famille, c'est lorsque le fou n'est pas un membre de ta famille que ça t'amuse de le voir marcher nu. C'est lorsque le fou n'est pas un membre de ta famille que ça t'amuse de le voir marcher nu. Une expatriation réussie n'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat d'une longue et rigoureuse préparation, notamment lors d'un départ en famille, du déménagement à l'insertion culturelle et sociale en passant par la mise en œuvre des différentes démarches administratives. C'est un long chemin qui attend les futurs expatriés. Nombreuses sont ces familles qui, du fait des difficultés économiques et sociales, se déplacent désormais vers le Canada ou l'Europe. Simplement, cette expatriation n'est pas souvent sans conséquences sur la qualité de vie de la famille. Des échecs peuvent survenir et il est important d'en déterminer les causes, voire les conséquences. Cause des échecs des familles expatriées vers le Canada et l'Europe, c'est le titre de du thème du jour sur Fina Family. Fina Family, qui est sur ABK Radio, est un programme qui examine et propose des solutions aux problématiques familiales parce que la cellule familiale reste la base ou le socle d'une société qui veut réussir. Bienvenue à Dame Dimo, qui est notre invitée du jour, une habituée de ce programme que les auditeurs connaissent très bien. C'est un réel plaisir de vous recevoir encore. Votre amitié nous fait énormément grand bien. Le plaisir est le mien, le plaisir est le mien. Merci à ABK Radio de compter sur moi pour ces émissions. Voilà, elle assure la mise en œuvre de ce programme, Suzanne Lipem, qui est assistée de Evra Dessau. Sidonie Ficat, je suis derrière ce micro de présentation. On s'écoute un bout de musique et on se retrouve juste derrière ceci. Salatiel on the beat. Yeah, Alpha Beta Records. oh yeah, you know, yeah. Salatiel on this one. Les plus belles mélodies de l'Afrique. Ça se passe ici. Les DJ font partout, on ne blague pas. Ça se passe ici. Les plus belles nanas sont en Afrique. Ça se passe ici. Nous on fait le malin, tu veux, tu ne veux pas. On est bien ici. Ouais, le. Ok. Aïe 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 aïe. Ouais, le. Ok. Ça se passe ici. Ouais, le. Ok. Aïe 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 aïe. Ouais, le. Yeah man, no rush. Elevating the bar we rock. Les casiers sur la table en jambe. If you don't jump at the man, go house, go now. Parce que ça chauffe ici, ça donne. Et oh, et oh, et oh, et ouais, que tout le monde bouger, tout le monde coller. On est là pour s'amuser, on est là pour s'enjailler. Si tu ne veux pas coller, il fallait rester chez toi, non? Tu peux aller te coucher. Les plus belles mélodies de l'Afrique. Les DJ font partout, on ne blague pas. Les plus belles nanas sont en Afrique. Nous on fait le malin, tu veux, tu ne veux pas. Ouais,
Mama Sa, Mama Kosa. Cameroon on the map, we and a singer. Then there's Amina, then the member saying a Shakira. Where the songs from here, man, a Zangalewa. On the Pala Pala, Manivela. You say the fair, you Makosa. Feel like you can stay, I do Allah. They say Muna Muto, yeah. That song will be na danger. You must calculate, yeah. Oh, then there's Sungamba, Noah. Killing to do Noah. To boy, na San Fantoma. Est-ce que tu connais Mola? Les plus belles mélodies de l'Afrique. Les DJ font partout, on ne blague pas. Les plus belles nanas sont en Afrique. Nous on fait nos malheurs, tu veux, tu ne veux pas. On est bien ici. Ok. Aïe 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 aïe. Ok. Ça se passe ici. Ok. Aïe 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 aïe. Ok. Yes sir. On est bien ici. Tu fais ton malin, mais ça se passe ici. Ça sort comme ça sort. Ça se passe ici. Tu fais ton malin, mais ça se passe ici. Ça sort comme ça sort. Abidjan, nous Dakar, on a qu'à s'amuser. Ça se passe ici. Douala, tous les gosses, on a qu'à s'amuser. Ça se passe ici. Lomé, Ouaga, Niamey, Malabo, Kinshasa, Brazzaville. Avancez. Reculez. Ça se passe ici. Weka, c'est le Weka, maman. Ça se passe ici. Weka, c'est le Weka, maman. Ça se passe ici. Baba, yekele baba. Ça se passe ici. Hold up your waist, so put one hand before. Ça se passe ici. Oh ya Shoki. Ça se passe ici. Oh ya Shoki. Ça se passe ici. Johannesburg, Libreville, Uganda. Ça se passe ici. Tu fais ton malin, mais ça se passe ici. Ici, c'est chez nous. Merci à ceux qui nous rejoignent à l'instant sur ABK Radio Fina Family et le programme sur lequel vous êtes connectés actuellement. Nous parlons dans le cadre de cette émission des échecs que connaissent certaines familles dans le cadre de l'expatriation vers le Canada, l'Europe de façon générale. Et on en parle avec Dame Dimo qui est coach familial et elle est également spécialiste de la santé mentale. Dame Dimo, à quel moment est-ce qu'on parle d'expatriation des familles? Alors, je voudrais à nouveau saluer tous ceux qui nous écoutent et rappeler que, comme la plupart des Camerounais qui sont des Canadiens qui s'ignorent, oui. On le dit ces jours-ci, l'expatriation, c'est vraiment, on va dire quoi, un déracinement, hein, c'est un départ. Un départ souvent professionnel ou pour des raisons personnelles de toute une famille d'un endroit vers un autre pays en fait. Mm-hmm. Et il y a plusieurs raisons derrière l'expatriation, mais c'est vraiment de quitter son pays, de quitter sa patrie et de partir à la recherche, pour des raisons personnelles, de partir à la recherche d'un nouvel avenir, d'une nouvelle vie dans un autre pays. Oui. À ce moment, on parle d'expatriation. Oui. Qu'est-ce qui motive très souvent les familles à vouloir s'expatrier? Parce qu'on pense souvent à une personne qui veut partir, mais lorsqu'on arrive à mobiliser, à entraîner toute sa famille dans l'expatriation, il va de soi que c'est plus pareil que lorsque une seule personne ou un seul individu a envie de se déplacer. Oui, l'expatriation, qu'est-ce qui pousse les gens à s'expatrier? Dans 80% des cas, ce sont les conditions de vie. Oui. La plupart du temps, les gens ne sont pas heureux des conditions de vie qu'ils ont. C'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple du Cameroun, beaucoup de Camerounais, il faut dire que le Cameroun, c'est la deuxième patrie la plus importante au Canada. Au jour où je parle,
Après la France, les Camerounais sont les plus importants. Il y a 11% d'expatriés viennent du Cameroun. Oui. Et la plupart des Camerounais, quand on leur pose des questions, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas de possibilité ici de s'exprimer, de se développer et surtout de réussir. Parce qu'il y a cet emprisonnement qu'ils ont l'impression d'avoir. Mais il y a également la recherche pour d'autres personnes simplement de meilleures conditions de vie. Ils peuvent être même déjà bien installés, bien casés, avoir un bon revenu et des choses comme ça, mais vouloir aller dans un environnement où ils gagneraient mieux avec leur famille. L'expatriation peut aussi être entraînée par des conditions de vie meilleures qu'on veut pour ses enfants. Oui. Il y a également beaucoup de gens qui partent parce qu'ils disent à l'étranger, il y a une valorisation de l'éducation des enfants. On voit des enfants qui apprennent des métiers très tôt, qui ont leur intelligence qui est développée d'une certaine façon, contrairement à d'autres endroits où ils vont avoir l'impression que la réussite, c'est la capacité à retenir les cours. Ils vont avoir l'impression qu'ailleurs, c'est beaucoup plus de créativité et ils veulent donner cette chance à leurs enfants et ils décident souvent de s'expatrier. Oui. Mais très, dans la plupart des cas, c'est vraiment l'oppression que les gens ressentent, la faim, l'envie de manger, de boire, de s'exprimer, l'envie de vivre dans un endroit où on a une certaine pseudo-liberté qu'on espère trouver suivant le modèle qu'on voit sur Internet, qu'on voit à la télé. On veut aller dans ces endroits-là où on a l'impression que voilà, c'est l'Eldorado. Oui. Et puis il y a une dame que j'aime bien, Fatou Diom, qui disait encore que finalement vous nous demandez de ne pas venir chez vous, en parlant aux Européens à ce moment-là, mais vous nous avez trouvé chez nous, vous avez trouvé qu'on vivait correctement, on ne se plaignait pas, et vous nous avez dit que notre vie était mauvaise, oui, et que c'est votre vie qui était la bonne. Et du coup, on veut venir découvrir justement cette bonne vie, puisque nous, notre vie est mauvaise. C'est cet ensemble de choses qui entraînent généralement, il y a quelquefois des maladies aussi, des gens qui peuvent être malades, qui se sentent obligés de partir avec la famille parce qu'ils ont peut-être un enfant qui est malade, et ils se disent, en étant de ce côté-là, l'enfant aura de meilleurs soins, oui, etc. Donc ce sont des causes comme celle-là qui peuvent entraîner une expatriation. Oui. Dame Dimo, certaines familles s'éclatent aussi à la suite d'une expatriation et nous avons envie de comprendre quelles peuvent être les causes de cet éclatement. Je veux dire que les familles africaines divorcent énormément, en tout cas elles se séparent énormément quand elles arrivent dans ces pays-là, surtout au Canada. Actuellement, c'est très grave ce qui se passe. On ne se rend pas compte parce qu'on est ici et tout le monde veut partir. Mais oui, il y a une grosse crise de séparation des couples africains qui vont de ce côté-là. Et les causes sont les suivantes. On va rentrer un peu dans l'environnement. Oui. Quand les couples sont ici en Afrique, sur le plan des valeurs, comment ça se passe? On a des valeurs traditionnelles en Afrique. Oui. En Afrique, on est presque éduqué au mariage. En Afrique, lorsqu'une jeune fille naît, elle est éduquée de telle sorte qu'elle réussisse à être une bonne femme au foyer. Oui. C'est-à-dire que tout tourne un peu autour de la cellule familiale, tout tourne un peu autour du mariage. Le jeune homme est éduqué pour aller le plus loin possible à l'école, pour pouvoir trouver un emploi, gagner de l'argent et s'occuper de sa famille. Il y a donc un modèle éducationnel qui est tourné vers ces valeurs traditionnelles, la valeur de la famille proprement dite. Oui. Et quand on est dans cet environnement de valeurs familiales, là, on est également dans une grosse solidarité africaine qui veut que lorsqu'on est en Afrique, si on a un problème familial, on a un problème dans notre couple, il y a la grande cellule familiale qui existe. Oui. On sait qu'on peut avoir une rencontre familiale, des beaux-parents qui s'asseyent, on peut avoir des instances familiales qui se posent, des réunions de famille ou des choses comme ça qui vont régler le problème. On est dans un environnement également, une société hyper hiérarchisée ici en Afrique où l'homme est le chef et ça c'est indiscutable. Ici c'est complètement normal d'éduquer l'homme en étant le chef. On est vraiment dans une famille super hiérarchisée. Et la femme, elle est comme au service de l'homme. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais c'est un peu ce qu'on vit au quotidien. Et il y a donc cette hiérarchisation de la société qui est très criarde. Oui. Et c'est comme ça, c'est dans cet environnement que tout le monde vit. Ce sont des bases de vie. On grandit dans cet environnement-là. On est enraciné dans ce type d'environnement-là. On a un certain tabou. Il y a des choses qu'on dit, d'autres qu'on ne dit pas.
On a des choses qu'on fait, d'autres qu'on ne fait pas. On est quand même encadré par certaines valeurs traditionnelles sur le plan du sexe et autres. Et vous allez voir qu'on a des valeurs religieuses également très fortes en Afrique, bien qu'il y a du traditionnalisme, mais la plupart des gens sont assez religieux. Donc il y a un respect du mariage, un respect de la famille, un respect des aînés qui est complètement naturel ici. Alors, pourquoi les gens se séparent ? Quand ils quittent cet environnement très hiérarchisé, très respectueux, très tourné vers des valeurs familiales, avec le mariage très respecté, Dieu qui est très respecté, et parce que Dieu dit de ne pas divorcer, le divorce qui n'est même pas prononcé, qui n'est même pas envisagé, et qu'on arrive dans un environnement où on est, je vous assure, quand vous arrivez là-bas, c'est terrible. On est dans une société déjà où il n'y a pas cette hiérarchisation de l'homme et le chef de la femme, tout ça, ça n'existe pas. Tout le monde est mis au même niveau. On prône l'égalité des sexes. Nous sommes des égaux. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de... Si je nettoie les fesses du bébé parce qu'il a fait ses selles, toi, pendant ce temps, tu cuisines. Et si je suis en train de laver le sol, toi, tu fais ceci. Et je vais chercher l'argent et tu vas chercher l'argent. On est égaux et on est égaux, mais jusqu'au bout des ongles. Et quand un homme vient d'une société déjà où il est le chef, où il est respecté, où il abuse même de ses pouvoirs, on va dire ça comme ça, il arrive dans une société complètement où il n'y a pas de hiérarchie, où c'est complètement égalitaire. L'homme, très régulièrement, a beaucoup de mal, c'est-à-dire pour un début dès qu'ils arrivent. Ensuite, ils arrivent dans une société où c'est une société complètement décomplexée, où si ton instinct te dit de coucher avec ci ou ça, c'est-à-dire avec telle personne ou telle chose, tu es libre de le faire. On est dans une société où vraiment il n'y a complètement pas de complexe dans ces endroits-là. Et l'adultère n'est pas aussi tabou que ça l'est au pays. L'environnement de vie, on est dans un environnement où on n'est plus dans le mariage super encadré. Non, mais c'est un mariage contrat. On est dans le contrat, on signe un papier, je fais ça, tu fais ça, et puis c'est vraiment un contrat. On enlève du mariage tout ce qui fait son essence en Afrique pour ne devenir qu'un bout de papier qu'on signe. Et dans la plupart des cas, les gens ne se marient plus. Ils préfèrent vivre en concubinage. On a mis en place des possibilités d'avoir des conjoints de fait, etc., où on vit en partenariat en quelque sorte. On décide de comment on vit vraiment dans un papier. Et du coup, dans cette société également, on a une hyper valorisation de la femme. Les femmes sont hyper valorisées là-bas. Et ça fait que la femme a carrément des pouvoirs. Et je vais vous prendre un exemple qui est également un exemple d'une des raisons. Quand je cite comme ça, vous voyez au fond toutes les raisons de séparation. Il y a l'homme qui n'a plus sa place qu'il avait avant, l'environnement qui permet à la femme de faire ce qu'elle veut. Et vous voyez, la femme est surprotégée. Elle est surprotégée. Et vous ne pouvez pas réprimander votre femme n'importe comment. Vous n'avez pas de possibilité de battre sur votre femme n'importe comment, comme vous le faisiez ici. Et quand vous arrivez là-bas, l'argent, il y a ce qu'on appelle des allocations familiales qui sont remises pour la plupart du temps aux femmes. Je prends un exemple. Si vous avez 5 enfants mineurs, et chaque enfant, on est capable de vous donner $1000, par exemple au Canada, par enfant, pour que vous vous occupiez des enfants. Et cet argent, on remet cet argent, on vit cet argent dans le compte de la femme. Et ça, c'est au cas où vous avez des problèmes de couple. Oui, vous n'avez même pas encore de problème de couple. Vous arrivez... Non, c'est automatique. Eux, ils donnent des allocations pour les enfants, surtout des mineurs. Donc, vous n'avez aucun problème dans le couple. Dès que vous arrivez, la femme a un montant qui est viré dans son compte chaque fin du mois pour qu'elle prenne soin des enfants. Oui, il y a des allocations. Ça fait partie du modèle de vie de ces pays-là. Ils ont des allocations qui donnent aux femmes pour les enfants. Et au Canada, il y a des allocations provinciales, c'est-à-dire de l'endroit où vous vivez, mais il y a des allocations fédérales aussi, c'est-à-dire que vous avez 2 allocations, des allocations de la province, mais des allocations également de l'État. Voilà, canadien qui vous donne un montant par mois. Et tout ça, c'est viré dans le compte de la femme. Et l'une des grosses difficultés que les couples ont là-bas, c'est que la femme se retrouve avec beaucoup d'argent viré dans le compte. Et il n'y a plus ce commandement de l'homme. C'est-à-dire que si moi j'ai $5000 et que toi tu gagnes $1700 par mois, et que tu viens dire, ok, l'argent qu'on te donne des enfants, mets ça sur la table,
les femmes ne le font pas. Elles n'acceptent c'est pas le modèle chez nous. Chez nous, c'est que la femme, lorsqu'elle gagne même son salaire, elle est censée le remettre à son mari. Et quand bien même elle ne le fait même pas, elle peut disposer de son salaire comme elle entend. Mais l'homme a l'obligation, en fait, il lui donne cet argent quand il pense. C'est pas comme s'il y avait une obligation de le faire. Il peut le faire comme il peut ne pas le faire. Et il le donne selon ce qu'il peut avoir, la disponibilité de cet argent. Là-bas, c'est pas ça. Vous avez l'obligation de le faire à une période donnée. Il y a même déjà un montant qui a été défini. C'est pour ça qu'on ne se lève pas pour partir en expatriation et on le verra. Non, mais là-bas, la femme, on lui remet un argent. Elle n'a aucune obligation de vous remettre cet argent. Et si vous essayez de la brutaliser, etc., vous répondrez par devant la loi. Il y a beaucoup d'hommes qui ont été renvoyés en Afrique parce que la femme s'est plainte de ci, etc. Il y a beaucoup de séparations qui se passent de par les problèmes financiers qui se passent entre l'homme et la femme. Après, il y a un gros problème qui se passe aussi là-bas et il ne faut pas faire fi de ça. C'est que l'une des causes des séparations, quand généralement l'homme, arrive là-bas, il est déjà employé, c'est un professionnel qui gagne bien sa vie souvent. Ici en Afrique, et il arrive là-bas, il est un peu ridiculisé parce que ses diplômes ne sont pas reconnus, parce qu'on lui dit, écoute, vous étiez médecin ici, mais vous devez repartir faire les bains, etc. Et ça crée souvent des sortes de dépression. Et la plupart des hommes, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à supporter. Et eux, ils ont envie de rentrer. Mais les femmes qui sont des princesses et des reines dans ces endroits-là n'ont pas du tout envie de rentrer. Elles ne veulent plus. Ah non. Et il y a quelques semaines, j'écoutais quelqu'un qui me disait, mais son frère est rentré 2 mois après, parce qu'il arrive là-bas, il se rend compte que tout ce qu'on vendait, c'était pas forcément ça, il faut qu'il reprenne tout à zéro, il a un certain âge, etc. Et puis il dit à sa femme, moi, ça va pas le faire. Et la femme qui dit, mais moi, on me donne $5,000 par mois, j'ai des possibilités. Et puis il y a plein de programmes pour les femmes entrepreneurs de ceci, les femmes ceci, la femme c'est... Mais moi, je ne rentre pas. Mais pendant que cet homme doit retourner sur les bancs, on suppose qu'il n'a plus de revenus. Comment est-ce qu'il fait pour continuer à reverser les allocations familiales dans le compte de la femme? Ah non, c'est pas lui qui reverse les allocations familiales. C'est l'État qui reverse. C'est l'État qui donne de l'argent à la femme. D'accord. Et lui, oui, il y a des allocations chômage, il y a des petits montants qu'on peut vous donner pendant que vous faites des études, etc. La femme, elle ne reçoit pas l'argent de l'homme. Elle reçoit l'argent de l'État. C'est pour ça qu'elle peut parler à son mari n'importe comment à ce moment-là. Après, vous voyez que l'homme ne sait pas comment faire devant cette nouvelle femme. Cette nouvelle femme qui arrache une indépendance, qui veut faire comme ses copines. Elle a tous les pouvoirs désormais. Voilà, qui vivent là-bas, qui veut faire comme tout le monde, etc. Et la femme ne sait pas, elle non plus, quoi faire de tous ces pouvoirs qu'elle a. Et elle les utilise généralement très mal. Et voilà, et elle commence à se prendre la tête et à ne plus respecter son mari. Tout à fait. Voilà, parce qu'elle sait qu'il suffit qu'elle aille se plaindre et il peut avoir des problèmes. Donc, il y a de gros problèmes qui se passent. Il y a ce déracinement. C'est-à-dire que les gens sont déracinés de leurs valeurs intrinsèques, de leurs valeurs de naissance qui sont, par exemple, quand je suis née, on m'éduque d'une certaine façon pour être d'une certaine façon, pour être soumise à l'homme. Vous êtes déracinés. Mais la question que je me pose, c'est que comment est-ce que les femmes réussissent à faire cette mutation rapide? Comment est-ce qu'elles elles changent carrément de façon de se comporter face à leur mari qu'elles disaient pourtant aimer de tout leur cœur avant de partir du Cameroun. Et si ça se trouve, la plupart du temps, c'est l'homme qui mobilise les moyens financiers qu'il faut pour que ce voyage ait lieu. C'est lui qui se décarcasse un tout petit peu partout à suivre tout ce qui concerne les formalités administratives. Mais une fois qu'ils arrivent là-bas sur place, qu'est-ce qui fait que la femme change complètement et qu'elle considère désormais son mari comme étant un parfait inconnu dans sa vie? Il y a 2 ou 3 raisons qui sont essentielles à ça. Et l'une des premières raisons, c'est que souvent, le modèle africain, qui a beaucoup de belles choses, moi je suis pour le modèle africain sur plusieurs aspects, mais la plupart des hommes abusent de leur autorité ici. Beaucoup d'hommes abusent de leur autorité. Et lorsque vous vous retrouvez à l'étranger, ce que vous êtes est exacerbé. C'est vraiment mis à nu. C'est-à-dire que si vous étiez quelque chose à 20%, vous arrivez là-bas, c'est vraiment à 50%, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc,
Ici, si la femme a des rancœurs, elle se sent maltraitée, elle a une belle famille qui est sur sa tête, là-bas, il n'y a pas de belle famille qui va venir vous dire ce que vous avez à faire. Hein. Oui. Elle est oppressée par des belles sœurs, elle a son mari qui ne l'écoute pas. Elle subit en silence. Tout ce qu'elle subit, quand elle arrive là-bas, il y a une sorte de révolte qui se passe immédiatement dès qu'elle a la possibilité de parler sans qu'on elle ait cet abus-là qui ne passe sur elle. Mais oui, elle se sent libre. C'est comme un oiseau qu'on sort en cage. Oui. Il n'a pas besoin d'un an pour sortir de commencer à voler. Donc, quand une femme a déjà plein de blessures, plein d'abus, plein de choses que vous faites, il faut faire très attention à tous ceux qui nous écoutent. C'est très, très, très nécessaire de faire très attention à ça. Résolvez vos problèmes en tout cas avant de partir, parce que lorsqu'elle est remplie comme ça, quand elle va là-bas et qu'elle a une porte qui est ouverte, elle va sortir. Par ailleurs, il y a autre chose, c'est que là-bas, c'est une société quand même qui est assez hyper stressante. Oui. Que ce soit l'Europe, c'est vraiment métro, boulot, dodo. Vous allez voir des gens qui font 2 ou 3 boulots. Il y en a qui peuvent partir le travail souvent à 8 heures comme ça le matin. Ils rentrent à 16h, 15h, 16h. Oui. Et puis ils reprennent un deuxième travail à 18h pour finir à 23h. Oui. Et puis ils rentrent. Et puis quand ils sont au travail, ils travaillent vraiment. Oui. Ils travaillent vraiment et ça fait que... le temps de la romance, le temps de tout ça, ça disparaît parce qu'il n'y a plus de possibilité de faire ça. Vous avez à peine 3 heures pour vous-même. Pour vous-même, pour vous reposer, pour manger. Oui. Et même les enfants en souffrent. C'est-à-dire que la famille entière souffre de ce modèle-là parce que quand on sort d'un modèle où papa était là, maman était là, on pouvait passer 3-4 heures de temps ensemble avant d'aller se coucher, on arrive dans un modèle où papa est tout le temps fatigué. Avec la fatigue, les cris viennent. On commence à être moins patient, moins tolérant des erreurs de l'autre. La société vous pousse quand même à des extrêmes et voilà quoi. Donc oui, c'est normal parce qu'il y a un hyper stress qui se passe et la femme te dit mais moi je travaille et toi tu travailles, je ne vais pas rentrer préparée. Oui. Parce que je suis aussi fatiguée que toi. Oui. Il faut dire là-bas, c'est pas comme chez nous. Hein. Oui. Ici, on vient au travail, on peut s'asseoir, on cause, on papote de temps 2 en heures de temps, on fait 2 heures. Là-bas, c'est le boulot intense. Les gens sont concentrés sur le travail et sur des objectifs. Vous avez des objectifs à atteindre et vous devez atteindre vos objectifs. Sinon, vous êtes licencié simplement. Vous pouvez être licencié parce que vous n'avez pas atteint des objectifs. Vous pouvez ne pas évoluer. Il y a tellement de possibilités. Non, là-bas, ils sont au travail et ils sont vraiment au travail. Oui. Et donc, quand quelqu'un rentre du travail, il est épuisé et fatigué. Oui. Voilà. Oh là là, c'est vrai que... Je vous transporte un peu dans la vie. Je suis en train de m'imaginer cette vie au Canada, cette vie dont tout le monde rêve finalement, et dire que les couples qui réussissent à y aller avec leurs enfants sont très souvent enviés. Il y en a qui se disent « Ah, il est parti avec sa femme et ses enfants, on dit bravo, félicitations, vraiment, je souhaiterais être à sa place. » Avec tout ce que vous nous expliquez, on comprend que ce n'est pas toujours rose de chez rose de ce côté-là. On va marquer une petite pause et on se retrouve juste derrière, chers auditeurs. L'émission, c'est Fina Family.
d'être des nôtres sur ABK Radio. Fina Family se poursuit après cette petite pause et nous parlons donc des causes des échecs de certaines familles qui s'expatrient pour le Canada, voire l'Europe, et on en parle avec notre coach familial et spécialiste de la santé mentale, Dame Dimo, née Barbara Ekoto. Dame Dimo, vous en étiez à nous expliquer toutes les difficultés qu'il y a généralement du côté du Canada dans les couples, ce qui peut entraîner des problèmes des couples et même des séparations. Et aujourd'hui, les statistiques sont claires. Beaucoup de couples africains sont séparés une fois arrivés au Canada, alors que ces couples vivaient l'amour parfait quand ils étaient dans leurs différents pays. Et vous nous expliquez les différents éléments qui peuvent être à l'origine de ces conséquences, entre autres aussi l'absence des autres membres de la famille qui pourraient vous donner des coups de main, parce que parfois aussi ici chez nous, lorsque vous semblez débordé, vous avez quand même un frère ou une sœur que vous pouvez appeler à la rescousse, ce qui n'est pas forcément possible lorsque vous vous expatriez. Ah là là, ça c'est un des principaux problèmes que ces gens rencontrent étant là-bas. Je vous assure, votre responsabilité, c'est la vôtre. Je parle parce que j'ai été coordinatrice Afrique des chambres de commerce Québec-Afrique pendant un moment. J'ai vu des choses aussi. Et je peux dire que vraiment, il y a une solitude, je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que quand tu accouches un enfant là-bas, quand tu accouches un enfant, tu n'as pas forcément ta maman qui va venir, les visites qu'on a ici en Afrique, ou les voir bébés, entre parenthèses, vous avez 10 000 personnes qui arrivent, qui vous soutiennent, Vous êtes responsable de vos enfants, vous êtes responsable de votre vie, vous êtes responsable de... Il y a une individualité là-bas qui est quand même assez prononcée. Oui. Et quand vous n'avez pas de possibilité d'avoir des proches pour vous donner un coup de main, je vais vous expliquer un peu le quotidien d'une personne là-bas. Lorsque vous avez des enfants, vous inscrivez des enfants aux activités. Il y a ce qu'ils appellent les activités, parce que il y a souvent beaucoup de neige, beaucoup de choses comme ça. Mais il y a des périodes où on inscrit les enfants aux activités. C'est pas comme chez nous où les gens jouent au football dans la rue, seulement si vous êtes autour du 93 en France là-bas, ou des choses comme ça. Mais vous jouez pas. Il y a des structures. Oui. Vous inscrivez vos enfants dans des clubs, des choses comme ça, et vous devez aller accompagner vos enfants. C'est-à-dire qu'une maman qui se lève le matin, elle apprête ses enfants pour l'école, etc. Ils sortent généralement, il y a une sécurité, ils marchent, ils partent au bus. Et la deuxième partie, elle fait le ménage, elle fait le repas, elle apprête tout, etc., etc. Quand les enfants rentrent de l'école, les enfants mangent. Ensuite, elle récupère les enfants. Elle amène enfant 1, activité 1, enfant 2, activité 2, enfant 3, activité 3. Elle est complètement surchargée. Elle monte Ces activités sont obligatoires? Si vous ne les faites pas, vous allez... c'est incroyable. C'est pas comme ici où on va chez les cousins tous les jours. Il faut absolument que les enfants sortent pour les activités. C'est le seul moyen pour eux, en fait, c'est le meilleur moyen pour eux de s'épanouir. Et de voir d'autres enfants, de s'amuser de se socialiser aussi. Oui, de socialiser, d'apprendre des choses et puis de percer. Il faut dire que quand un enfant s'en sort bien dans une activité, il peut obtenir des bourses. Par exemple, aux États-Unis, si vous savez faire telle ou telle activité, basketball, natation, tout ça, vous pouvez vous retrouver en train de bénéficier des bourses et avoir votre école qui est gratuite, ou tout au moins payée à moitié. Donc la journée est assez épuisante, toute une journée comme ça, complètement épuisante pour la femme. Et l'homme, lui, il est entre 2-3 boulots, il court dans tous les sens. Et quand il n'y a pas de tante, de ceci, pour vous aider à venir, parfois elle a besoin de souffler, cette femme. Parfois elle a besoin juste d'être seule avec elle-même. Et il n'y a pas ça. Ça continue. On peut créer des moments. Je ne veux pas perdre un tableau complètement noir, mais il faut dire que c'est pas facile. L'absence de cette société, de cette solidarité, c'est très palpable. Mais il y a des groupes là-bas qui se retrouvent entre Africains. Il y a la réunion des Camerounais. J'ai assisté un peu à quelques réunions là-bas, par exemple. Ouais, c'est pas mal. Ils se voient, mais c'est vraiment pas tout le temps. C'est difficile. Quel est donc le modèle d'expatriation qu'il faut recommander? Est-ce que c'est mieux que le père voyage d'abord, ensuite il fait venir l'épouse et puis les enfants par la suite? Comment est-ce qu'on doit faire? Moi, le modèle que je recommande,
c'est d'abord la visite exploratoire. Oui. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est-à-dire qu'un membre de famille... Ça nécessite les moyens. Oui, ça nécessite des moyens. Un membre de famille va, par exemple le père ou la mère, oui. regarde comment ça se passe là-bas et revient au pays. Et puis ils décident ensemble si oui ou non ils doivent s'expatrier. Oui. Mais ensuite, l'expatriation proprement dite, moi je recommande que ce soit toute la famille. Oui. Pourquoi ? Parce que lorsque quand les séparations, ça crée des problèmes. J'ai connu un monsieur qui est parti aux États-Unis. Jusqu'à 10 ans, il essayait toujours de trouver des papiers pour sa femme. Ses enfants ont grandi. Il a laissé un enfant à 8 ans, l'enfant à 18 ans. Oui, oui. Même s'il se parle au téléphone, il y a des choses qui manquent. C'est un étranger quand même. Pour moi, ce que je préconise, c'est de faire la procédure pour ceux qui veulent partir. Je n'encourage pas, hein, mais chacun a ses réalités. De faire une procédure plutôt de résidence permanente, de travail, qui permettent à toute la famille de partir. Les enfants s'intègrent beaucoup plus facilement quand ils sont avec leurs parents directement. Quand ils ont leurs parents, ça va. Les enfants s'en sortent beaucoup plus rapidement que ce sont les adultes qui souffrent beaucoup plus dans l'intégration là-bas. Les enfants, ça va. Quand ils ont papa, maman, ils rient, ils peuvent, voilà, ça va. Ils causent avec leurs cousins, ils ont de nouveaux amis, ça passe. Mais les parents, voilà, c'est un peu plus compliqué. Oui. Et puis, il y a un dernier modèle que j'ai vu avec une dame qui est partie. Un monsieur qui est parti avant son épouse, étant sur place, il a vu des choses, mais il n'a pas osé en parler à sa femme épouse, qui est venue après. Il a pris des dettes, il a pris des choses pour essayer de faire venir sa famille, tout ça. Quand elle arrive, elle se plaint, elle n'est pas satisfaite, tout le monde est comme ci, nous on est comme ça, etc. Il est en train de travailler comme un malade, il a fait une dépression, il n'arrive pas à... Parce qu'il y a des réalités que tu sais et que l'autre ne sait pas. Oui. Mais quand vous êtes ensemble, vous les vivez ensemble, vous réalisez des choses ensemble, vous ajustez ensemble oui. et ça va être difficile pour l'un d'être néfaste pour l'autre. Oui. En fait. Moi, je recommande de faire une procédure de résidence permanente ou de travail qui permette à toute la famille de partir ensemble. C'est quoi les conséquences d'une expatriation familiale qui se passe mal? La première chose, c'est la séparation, séparation des couples. Beaucoup de couples sont séparés aujourd'hui, mais je voudrais dire aux femmes qui ont l'ambition d'aller de l'autre côté et de se séparer, retrouver un mari, ça va être très compliqué de ces côtés-là. Hein. On a une là-bas, tous les Blancs, regarde, je veux dire, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Vous êtes dans un grand rêve et vous parlez tellement de choses. Il y a la séparation. Mais après cette séparation-là, vous allez devenir... Les gens se parlent beaucoup dans ces pays-là. Vous allez devenir un peu la risée de tout le monde. Vous allez être un sujet de conversation des groupes africains, etc. Et puis les gens vont s'amuser à coucher avec vous par-ci, par-là. C'est pas bon. N'imaginez pas que je pars et puis je vais trouver un blanc là-bas, etc. Même trouver le blanc là, c'est pas facile. Hein. Oui. Celles qui sont là-bas souffrent également de chercher ces blancs-là à longueur de journée. Parfois, ils font des compromissions. Et même ces expatriés que vous cherchez là, ils ont souvent des modèles de sexualité qui sont quand même très loin de vos modèles. Tout à fait. Ils vont vous faire des choses incroyables que vous ne savez pas. Pas tous, mais je veux dire qu'il y a des réalités. Eux, ils n'ont pas de barrières, ils n'ont pas ils sont pas, pas de valeur, ils n'ont pas un cadre où on les enferme dedans. Ils sont libres, ils ont l'impression d'être libres, ce que nous on appellerait un libertinage. Donc il y a la séparation déjà, premièrement, des familles. Ça, les parents se séparent et voilà, ça crée plein de problèmes au niveau des enfants. Deuxièmement, il faut dire que l'expatriation aussi a un gros risque pour les enfants. Et ça, on n'en a peut-être pas parlé. Mais les enfants qui arrivent là-bas sont brusquement mis face à des réalités qu'ils ne connaissent pas ici. Je suis allée dans une bibliothèque. Moi, j'ai fait la France, j'ai fait le Canada. Mon mari a fait les États-Unis longtemps. Donc, je peux parler un peu de ces trois pays. Voilà. Et je peux vous dire que... on parlait des enfants, les enfants, lorsqu'un enfant, j'ai été dans une bibliothèque qui accueille les enfants de 6 ans, 7 ans. Mais quand vous voyez les livres qui sont dans cette bibliothèque, et on leur propose de lire ces livres-là, vous, en tant que parent africain, vous avez la chair de poule. Oui. En fait, on n'arrête pas de dire à votre enfant, est-ce que tu es sûr que tu es un garçon? Est-ce que tu es sûr que tu n'es pas une fille en toi? Vous voyez un petit enfant qui a 9 ans et à qui on répète, est-ce que tu es sûr que... voilà. Est-ce que tu ne peux pas te masturber un peu?
Ah oui, parce qu'il faut découvrir ton corps. Est-ce que ceci... On pousse l'enfant à découvrir la sexualité. C'est une hyper-sexualisation de cette société-là. On parle beaucoup de sexe, on parle beaucoup de choses de la sexualité qui est un peu tabou ici chez nous. Et les enfants, on leur dit, ben, écoutez, c'est pas mauvais d'être d'être avec, d'avoir 2 mamans, 2 papas. Moi, je ne rentre pas dans les condamnations ou pas, mais je dis qu'ici, en Afrique, ce n'est pas le cas. Oui. C'est-à-dire que l'enfant se retrouve devant une réalité, il est brusqué. Il est brusqué. Et il y a en Europe, il y a des gens qui sont en train de signer, là, je crois que c'est le Parlement européen qui est en train de signer des notes en disant qu'à partir d'un certain âge, l'inceste, je peux dire ça comme ça, va être toléré. C'est-à-dire que si vous couchez avec un enfant de 12 ans avec son consentement, ce n'est plus condamnable. Ce n'est plus condamnable. Oui. L'inceste, la pédophilie et tout ça, ils sont en train de libérer de plus en plus. Mais vous avez des valeurs avec lesquelles vous venez. Oui. Et vous amenez votre enfant qui peut être perdu au niveau de ces valeurs-là. C'est-à-dire qu'il peut avoir un gros problème. Vous pouvez avoir des enfants qui, subitement, par suivisme ou par ceci, décident que, bon, ok, moi je suis de tel bord. Vous voyez? Ou alors j'essaye ceci. Ou bien un enfant qui commence à se masturber. Un enfant qui commence à... Voilà, les pilules sont tolérées très tôt. Ah, oui, mais à 14 ans, comment tu n'as pas encore ton rapport? Il y a une hypersexualisation de la société. C'est un gros risque. Oui. Pour vous, les parents qui partez là-bas, sachez que votre enfant est soumis à cette hypersexualisation-là et les conséquences peuvent en suivre si ce n'est pas préparé à la base. Si vous n'avez pas préparé les choses, ça peut être très catastrophique pour vos enfants. Après, il y a beaucoup d'enfants qui entrent en dépression aussi là-bas. Je connais beaucoup d'enfants, beaucoup que je suis aujourd'hui encore, qui rentrent en dépression parce qu'ils arrivent dans un environnement... En psychologie, il y a ce qu'on appelle le ça, le moi et le surmoi. C'est-à-dire que le ça, c'est comme la bête en toi. Je ne sais pas comment dire. C'est toutes les passions, c'est tout ce qui sort là en toi. Oui. Le moi, c'est ce qui fait la balance entre le ça et le surmoi. Le surmoi, c'est tout ce que tu as appris. Il faut être comme ça, il faut être comme ça. Et quand l'enfant se retrouve dans cet environnement-là, il y a une bagarre entre le ça et le surmoi, si tu vois. C'est-à-dire que tout ce que tu as appris, etc., et cette liberté qu'on te donne de faire tout par instinct, il y a une grosse bagarre qui se passe et souvent les enfants rentrent dans la drogue, ceci pour faire taire tout ce qui se bavard en eux là. Ils rentrent dans certaines choses que vous ne supportez pas, vous ne supporterez pas en Afrique parce que voilà, ils ne sont pas. Puis il y a un peu de racisme aussi. Hein. Il y a du racisme que les enfants vont subir. Et quand vous arrivez là-bas, vous vous séparez, vos enfants sont exposés au racisme. Oui. Vous êtes aussi exposés avec votre modèle de vie à faire des emprisonnements ou des choses comme ça. J'ai une dame aussi, j'ai vu beaucoup de choses en très peu de temps là-bas. Une dame pour qui une communauté s'était mise en prière. Cette dame était enseignante. Elle a dû gronder un enfant. L'enfant allait dire à la maison, chez ses parents, que, écoute, la maîtresse m'a tapé. Et il y a une procédure qui a été enclenchée contre cette famille-là. La première chose qu'ils ont fait, c'est récupérer l'enfant. La fille est née de cette famille africaine. Entre-temps, c'est des Camerounais. Entre-temps, pendant qu'ils sont en train de dire « Mais non, je n'ai pas tapé », tout ça. Tant que le procès est en cours, vous n'avez pas la garde de votre enfant, vous n'avez plus accès. Ils se sont retrouvés sans votre... Et quand on parle de ça, les enfants sont placés, entre guillemets. Vous ne savez pas ce qui se passe avec vous. C'est terrible, c'est terrible. À tout moment, vous pouvez être... une erreur peut se passer. Vous avez... Comme il y a un autre enfant le parent avait... C'était des écureuils ou quoi. Il y a un animal qu'il avait rapporté là et qu'il avait mis dans son frigo. C'était des pangolins, je pense. Il avait rapporté des pangolins. Il avait pu entrer avec au Canada. Il avait mis ça dans son congélateur. Oui. Et l'enfant à l'école est allé dire, écoute, nous on a tel animal. Et il y a une loi qui dit que vous pouvez avoir 1 ou 2 de ces animaux. Et puis l'enfant dit, non, nous on a des tonnes de ces animaux là dans le congélateur, on en mange, etc. Dès que l'enfant a dit, première chose à faire, la maîtresse, elle appelle les services qui sont adaptés à ce type de problème. Oui. Et ces services descendent dans la maison. On constate qu'effectivement, dans le congélateur, il y a ça. Savez-vous ce qui s'est passé? Et encore un Camerounais, il a été rapatrié. Le monsieur a été interdit d'accès au Canada. Il a été rapatrié, sa femme est restée là-bas avec ses enfants. Donc il y a toutes ces choses qui sont possibles là. Si vous ne maîtrisez pas l'environnement où vous partez, si vous vous comportez comme d'habitude, vous pouvez perdre vos enfants, vous pouvez vous séparer facilement
pouvez avoir de graves problèmes. Vos enfants peuvent avoir rentrer dans la drogue, etc. Oui. Le racisme est important et ça peut blesser le développement de vos enfants parce qu'il y a quand même un racisme en Europe, c'est très, très affiché. Oui. En Europe, le racisme est très affiché. Même en route, c'est très affiché. On vous dévisage. En Amérique, Canada, c'est plus subtil. Il y a beaucoup de racisme, mais très subtil. Il y a une barrière invisible où certains Noirs n'arrivent pas. Il y a des petits regards qu'on vous lance, mais globalement, il y a... C'est quand même voilé. C'est voilé, mais vous sentez quand même le racisme. Et puis quand vous allez en Amérique, il y a des erreurs, entre guillemets, qui se passent très, très régulièrement auprès des Noirs. Donc, il faut savoir que vous allez dans une nouvelle culture. Vous serez déraciné d'ici parce que ici, on va considérer que vous n'êtes plus d'ici. Tout si à vous fait. voulez, là-bas, vous ne serez pas accepté. Vous êtes comme mitigé entre ici et là-bas. Vous êtes quelque part au milieu. Vous avez perdu vos racines ici et vous ne vous enracinez pas là-bas et vous êtes vraiment au milieu de quelque chose. Et donc ça, ce sont des choses, des conséquences possibles. Mais on peut ne pas arriver à ça avec une bonne préparation. Justement, et c'est quoi les éléments qu'il faut mettre dans la préparation pour éviter de connaître tous ces échecs? Ah oui, la première chose, c'est qu'il faut, il faut savoir que l'expatriation, c'est un projet de vie. Ne vous expatriez pas parce que Bon, la plupart du temps, on fuit la galère. Non, c'est un projet de aussi. vie. C'est-à-dire que dites-vous, si on va là-bas, moi, je vais même pas parler de ça parce que moi, je connais beaucoup de gens qui sont partis pour ceci et puis ils sont tous allés rester là-bas. Vous voyez, ils n'ont pas de projet. Le jour même où on se retrouve là-bas, à la fin de ce qui nous a amenés, les gars te disent que nous, on n'a plus d'argent pour vivre aujourd'hui et on ne rentre pas au pays. Oh là là. Et puis vous vous retrouvez avec des gens, vous leur dites, mais il faut rentrer. Les autres pays sont en train de rentrer chez eux, mais vous aussi, il faut rentrer. Tous les Camerounais vous disent que nous, on ne rentre plus dans la galère, on n'y va plus. Donc, mais le problème, c'est que quand ils finissent l'événement là-bas, ils n'ont pas un franc. Ils ne savent pas où aller, mais ils vous disent qu'on ne rentre plus. Oui. Et ça, il faut savoir que l'expatriation doit se préparer. Avant de partir, dites-vous que étudiez comment ça se passe là-bas. Réfléchissez, si on arrive là-bas, quelles sont les portes? Comment je peux m'en sortir? Est-ce que, par exemple, si vous allez au Canada, vous pouvez vous inscrire dans une école et tout de suite essayer de transformer votre visa visiteur, par exemple, en visa de travail? Ce n'est pas facile en visa d'études. Ou chercher un employé qui veut bien accepter de vous recruter et prendre la procédure sur lui pour changer le visa visiteur en visa travail. Ça, c'est possible. En Europe, non. Donc, lorsque vous arrivez dans ces... Il faut connaître la réalité de là où vous allez, savoir déjà qu'est-ce que vous allez faire une fois sur place. Oui. Et n'oubliez jamais que lorsque vous partez là-bas, vous devez avoir une bonne provision financière. Oui. Avant d'aller là-bas. Donc, préparez-vous. Sur place au Cameroun? Oui, ici, vous devez partir avec beaucoup d'argent, en sachant que l'argent du Cameroun, là-bas, c'est rien du tout. Hein. Tout à fait. Ça s'évapore, vous n'avez pas idée. Vous pouvez aller avec tout ce que vous voulez ici. En quelques temps, vous avez tout bousillé là-bas. Donc, il y a une préparation ici au Cameroun qui doit se faire. En Afrique, avant de partir, vous devez vous préparer. Vous devez réfléchir comment on fait... si j'arrive là-bas, comment ça va se passer? Est-ce que j'ai quelqu'un là-bas qui peut m'héberger? Est-ce que j'ai une suffisance pour peut-être le visa visiteur? Je prends un exemple, c'est sur 6 mois. Oui. Est-ce que pour les 6 mois, je peux me nourrir, etc. Entre-temps, je cherche le travail, etc. Il faut avoir un projet. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est qu'en famille, il faut absolument discuter. Je dis souvent aux gens, avant de partir quelque part avec votre femme, parlez-en. Ça va se passer comment? On aura l'argent. Comment on gère l'argent? Comment on va gérer l'éducation des enfants? Est-ce qu'on va permettre aux enfants de faire ci, ça, etc. Là-bas, avoir un petit ami à 14 ans, c'est pas un problème, quoi. Comment on éduque nos enfants? Il y a la religion qui pose aussi un problème. Là-bas, on fait comment? Parce que les gens là-bas, eux, la religion, c'est pas trop leur truc. Oui. La religion là-bas, c'est vraiment... c'est aléatoire. C'est très aléatoire. Ils ont une histoire qu'on ne va pas raconter ici, mais qui est terrible avec la religion. Au Canada, en France, il y a eu la déesse Raison dans les années 1789 en montant. Il y a eu un rejet complet de la religion et ils ont mis en œuvre ce qu'ils ont appelé la déesse de la raison. Donc, ils ont commencé à rejeter. Les cathédrales ont été transformées en lieu de toute espèce de choses. Et il y a eu à peu près la même chose au Canada. Pourquoi? Parce qu'au Canada, il y avait... comment on dit ça? Les Indiens qui étaient là étaient arrachés à leur famille. On les transformait un peu en Européens. Il y a eu beaucoup de choses. Ils ont eu beaucoup de souffrances au Canada. Leur histoire est très, très compliquée. Mais
il y a une église l'église principale là-bas, c'est l'histoire, je vais dire l'église catholique de là-bas, qui a participé à ça. Et ça a laissé un sentiment tellement amer aux populations là-bas qu'ils ont rejeté à ce moment la religion. Ils ont transformé toutes les églises en boîtes de nuit. Moi, je vous dis, j'étais là-bas, les réceptions se passent dans les églises. Je dis que c'est terrible. Il y a eu un rejet de la religion. Il y a une souffrance qu'ils ont par rapport à ce que la religion les a fait, entre guillemets. Donc, ça fait que réfléchissez ensemble ici. Dites-vous, si on part, comment ça se passe avec la religion? Est-ce qu'on reste... Comment on éduque nos enfants? Discuter sur tous ces aspects avant de partir. Et puis, madame, là-bas, tu auras plus de pouvoir. Parlez de ces sujets-là. Parlez de tout avant de partir et entendez-vous. Et lorsque vous vous êtes accordé, maintenant, vous pouvez mettre en œuvre votre plan de vie. Et vous pouvez partir. Donc, il faut préparer avant sur le plan, Mettez maintenant en place, parce qu'il y a aussi ceux qui ont des frustrations. Mettez en place une communication, une bonne communication. Il faut que vous appreniez à communiquer ici avant de partir. Les choses vont être exacerbées là-bas. Si vous ne savez pas communiquer, vous allez vous déchirer seulement là-bas. Apprenez comment communiquer en tant que couple, comment parler de ce qui... Parler des sujets profonds. Ne vous contentez pas de dire la femme doit faire ce que je dis. Non. Il faut parler, amener des sujets profonds avec votre épouse, votre époux, parler de tous les sujets qui fâchent, de telle sorte que là-bas, vous aurez une communication continue. Et peut-être pour finir, sur cette question-là, étant de ce côté-là, il faut également que vous organisiez un temps en famille. Et ça, c'est obligatoire. Parce que vous pouvez vous dire que peut-être tous les week-ends, tous les samedis, c'est notre. On prend du temps pour passer... Si vous ne passez pas de temps en famille, vous allez être des colocataires et vous allez... Votre couple va s'effriter. Vous n'allez pas vous rendre compte de comment ni de quand, mais le couple va finir par s'effriter. Il faut mettre en place un plan d'action pour notre famille. On part comme ça, voilà ce qui va se passer, etc. etc. Il n'y a pas que le couple, hein, les enfants également seront comme des parfaits étrangers pour vous, les parents. Ou alors vous, les parents, vous serez comme de parfaits étrangers pour vos enfants. Peut-être sans t'interrompre, il faut savoir aussi que là-bas, les enfants ont la possibilité de porter plainte à leurs parents, d'appeler. Il y a un numéro qu'on donne à chaque fois. Et moi, j'étais il y a une amie qui m'a demandé de venir passer quelques jours chez elle. Et elle me disait... l'école a envoyé une note en disant « Vous avez dit à votre enfant qu'il a mal joué pendant la séance. » C'est-à-dire qu'ils partent jouer au football, les enfants vont au football, et dans son club, le papa était « Non, joue comme ça, tu as fait comme ça. » Et chaque matin, on leur demande, le lundi matin, « Alors, comment était votre week-end » Les enfants racontent de façon naïve, etc. Et puis là, on a écrit à la famille, dit « Faites attention, faites très attention. Les enfants sont là pour s'amuser. » Mais avertissement numéro 1, votre enfant dit que vous avez... Vous avez critiqué sa façon de jouer, vous lui avez mis la pression. Il ne faut pas mettre la pression à l'enfant parce qu'il est là pour s'amuser. Vous voyez un peu. Et donc les enfants ont cette possibilité de dire « Ah, maman m'a tapé, etc. » et de créer des problèmes aux parents. Donc il faut également préparer même les enfants ici en leur disant que comment va la balle. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre papa et maman. Et dire à ces enfants que comme on part, parce qu'il y a beaucoup qui sont en train de partir et qui m'écoutent, comme on part, si tu fais tout pour qu'on se sépare, c'est-à-dire si tu vas partir dans des endroits où peut-être on va te violer, ou peut-être tu ne sais pas dans quelle famille tu partiras, où tu peux être abusé, tu peux avoir beaucoup de problèmes là-bas, tu peux être maltraité. Donc ne te dis pas que oui, il y a le numéro et je vais appeler. Il faut te dire que si tu appelles, tu ne sais pas où tu pars. Et là où tu pars, ça peut être beaucoup plus catastrophique que ton père et ta mère. Donc voilà les petites choses qu'il faut enseigner aux enfants avant de partir. Et leur dire, il fait froid là-bas. Le froid existe et il faut se préparer également à la différence de température en sachant qu'on est né, on a été bercé dans le soleil, les cocotiers et qu'on arrive là-bas et voilà. C'est complètement l'hiver, la glace, le froid, etc. À l'issue donc de cette émission Fina Family sur ABK Radio, mesdames, messieurs, merci d'avoir été à l'écoute. Cause des échecs de certaines familles qui s'expatrient pour le Canada et l'Europe, nous en avons parlé dans le cadre de cette émission et comme c'est toujours le cas, nous avons suffisamment été édifiés sur la question par Madame Dimo, née Barbara Ekoto, elle est coach familiale spécialiste de la santé mentale, j'espère pour les familles qui souhaiteraient s'expatrier.
qu'elles ont appris beaucoup de choses et qu'elles savent désormais ce sur quoi elles devront mettre l'accent pendant la phase préparatoire de cette expatriation. Et pour celles-là qui restent au Cameroun et qui pensent parfois que le Cameroun c'est l'enfer, je crois qu'à travers cette émission, elles ont très bien compris, ces familles-là, qu'il y a beaucoup de bonheur à rester sur place et c'est à chacun de construire son bonheur. Sidonie Ficac, j'étais derrière ce micro de présentation. Evra Dessau et Suzanne Lippé m'ont assuré la mise en onde de ce programme. C'est un plaisir de vous avoir à l'écoute, chers auditeurs. Portez-vous très bien. On reste en contact sur ABK Radio. À très, très bientôt pour une autre édition de Fina Family.